Bonsoir à toutes et à tous, merci de nous rejoindre sur Noa. L'heure est venue de revenir sur les temps forts de l'actualité de la semaine, une semaine marquée par la lutte contre les violences faites aux femmes. Pour en parler ce soir, j'ai le plaisir de recevoir Naïma Charaï. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir. Alors vous êtes une personnalité de notre région, ancienne conseillère régionale en charge des droits des femmes et de la lutte contre les discriminations. Vous êtes une militante féministe. Et pour commencer cette émission, j'aimerais qu'on revienne sur cette image symbolique. Pour commencer, jeudi, à l'occasion de la Journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes, un cèdre de l'Atlas a été planté à Mérignac en mémoire de Shahinez Bouta, cette jeune mère de famille brûlée vive par son ex-compagnon en mai dernier. Un féminicide atroce qui nous a tous révoltés, bouleversés. 7 mois après, est-ce que des leçons de ce drame ont été tirées, Naïma Charaï ? J'ai quelques doutes. J'ai quelques doutes parce que lorsque nous lisons le rapport de l'inspection qui a été diligenté par le garde des Sceaux et le ministre de l'Intérieur, j'ai des doutes et plus que des doutes, il y a une colère et une révolte qui m'animent, mais qui animent toutes les femmes qui ont observé ce drame odieux de cet homme qui avait déjà été condamné pour des faits de violence conjugale, révolté de la peine qui avait été prononcée par la justice. Il avait déjà tenté de la tuer et il ressort plus tôt que prévu de prison et il l'organise, il prémédite le féminicide de Shahinez Daoud. Donc des doutes, de la colère, de la révolte. Et lorsqu'on lit le rapport de l'inspection, on est en droit de s'interroger sur les mesures qui ont été mises en place maintenant depuis quelques mois. On voit qu'il y a des responsabilités qui ont été mises en lumière, la responsabilité d'agents de police, celui au commissariat de Mérignac qui a pris la plainte de Madame Daoud, des responsabilités. On a vu qu'il y a eu des mesures disciplinaires, mais les mesures disciplinaires ne sont pas à la hauteur de ce drame abominable, odieux, et les mesures disciplinaires ne sont pas à la hauteur de la révolte et de la colère, en tout cas qui m'habitent et qui habitent toutes les personnes qui ont constaté ce drame. Alors, parmi les personnes qui ont constaté ce drame, d'autres élus de la métropole bordelaise, cette semaine, avec eux, vous avez co-signé une tribune dans le journal du dimanche où vous réclamez une justice spécialisée contre les violences faites aux femmes. Qu'est-ce qu'il faudrait mettre là impérativement en place pour venir en aide aux femmes ? Il faut demander ce que nous avons demandé avec le président du département Jean-Luc Glaise, avec le président de la métropole Alain Anziani, avec le président de la région Alain Rousset, avec le maire de Bordeaux, Pierre Urmic, avec la bâtonnière, donc qui va prendre ses fonctions au mois de janvier, avec les associations des droits des femmes. Nous demandons une expérimentation sur le parquet de Bordeaux, à l'instar de ce qui s'est fait en Espagne. On voit que l'Espagne a fait diminuer de 25% les féminicides grâce à cette justice spécialisée où la justice pénale et la justice civile sont en communication, en coordination, et ça permet de prévenir les drames. Donc ce que nous demandons, c'est qu'il y ait une expérimentation sur le parquet de Bordeaux. Il y a eu le décès, le féminicide de Shahinez Daoud et quelques semaines après celui de Sandra Plat. Nous avons des responsables politiques locaux qui souhaitent en tout cas aller plus en avant pour prévenir les féminicides. Donc ce que nous demandons au président de la République, au garde des Sceaux, qu'on puisse expérimenter une justice spécialisée à Bordeaux pour prévenir ces drames. Et il y a urgence, 102 femmes sont mortes sous les coups de leur compagnon ou de leur ex-compagnon depuis le début de l'année 2021. Dans la tribune du JDD, vous rappelez que chaque année, 250 000 femmes subissent des violences, c'est énorme. Alors pour les accueillir, plusieurs structures existent, comme l'unité de victimologie du centre hospitalier de Limoges. Notre équipe s'y est rendue cette semaine et elle a recueilli le témoignage que je vous propose d'écouter. Naïma Charaï, votre réaction juste après. Merci. Quand il y a eu le premier viol conjugal,
Où là, bon, quand même, je me suis dit, c'est pas possible, je ne suis vraiment rien, absolument rien, pour qu'il puisse arriver à me faire ça. Julie a été victime de violences conjugales. Son ancien mari a d'abord voulu la couper de ses proches. Ensuite viennent les insultes, les menaces de mort et finalement la violence physique. Mais Julie a mis du temps à réaliser la gravité de sa situation, prise dans un phénomène de dissociation face à l'insupportable. Ça vient du moment des viols, en fait, où à ce moment-là, on verrouille tout, quoi. On voit la scène de l'extérieur. Ou alors on se focalise sur des détails, comme par exemple le poil de chat qui est resté collé sur le canapé. Voilà, on le voit super bien à ce moment-là. C'est comme si on cherchait à sortir de soi. Enfin, on cherche. C'est pas volontaire. Hein. On sort de soi pour pas le vivre, en fait. Julie est aujourd'hui suivie dans l'unité de victimologie de l'hôpital Esquirol. Quand elle a retrouvé la sécurité dans un nouvel appartement, de nouveaux troubles sont apparus. Angoisse, flash des agressions, repli sur soi. Aujourd'hui, de longs échanges et des soins ciblés l'ont aidé à revivre. On retrouve son corps, voilà. On arrive à se sentir ce qu'on ne sentait plus du tout avant, en fait. Voilà. Et donc, du coup, ça donne un déclic pour reprendre soin de soi. Juste s'habiller ou se coiffer un peu ou mettre une belle paire de chaussures et se trouver bien dedans. Mais toutes les victimes de violences ne viennent pas encore chercher de l'aide. Il y en a parce qu'elles ne sont pas prêtes, parce qu'elles pensent que c'est du blabla, parce que la difficulté, c'est de savoir parler de ses émotions tout en voulant porter plainte, sans porter plainte, et que peut-être ça va se passer, ça va s'oublier. Ça ne s'oublie pas comme ça. Ça doit se travailler, ça doit se ranger proprement, quelque part. Et après, il y a relation toxique avec de 15 à 10 Avec une équipe spécialisée, l'unité de victimologie utilise de nombreuses thérapies comportementales et cognitives. Plus la prise en charge est précoce, plus elle est efficace, mais il est toujours possible de progresser. On peut reprendre une vie, on peut reprendre un cours de vie, on peut revoir des amis, on peut aller faire des activités, mais il y a une acceptation de « il m'est arrivé quelque chose, il y a une effraction dans ma vie, ma vie continue, mais elle continue comme ça ». Aujourd'hui, Julie reconstruit sa vie professionnelle et personnelle. Il y a eu ici 69 nouvelles prises en charge en 2021, 65 femmes et 4 hommes. C'est ça, Julie. C'est que vous avez pu mettre encore autre chose en place. Parce que je suis dans un... On voit bien là les conséquences sur le long terme des violences subies par cette femme. C'est dur de pouvoir passer à autre chose, de tourner la page. C'est ce qu'on appelle le psychotrauma. Là, on voit l'unité que vous avez filmée lors de ce reportage, mais il en existe un peu partout sur la région de Nouvelle-Aquitaine. Et ici, à Bordeaux, c'est le Centre régional du psychotrauma qui est dirigé par le docteur Chantal Berger, qui vient accompagner les femmes victimes de violences conjugales, mais qui vient accompagner toutes les victimes de violences. On a aussi la maison de Ella, donc de l'association en fait, du Cassis, qui accompagne, on l'a vu, avec des techniques un peu spécifiques, comportementalistes, qui viennent soulager, soutenir la parole, mais aussi le corps en fait, des femmes, puisqu'il y a des traumatismes qu'elles ont du mal, en tout cas, à dépasser, et il faut les accompagner à se reconstruire. Moi, je trouve que ce travail que font les professionnels de santé, mais aussi psychologiques, sociaux, sont remarquables et il faut absolument les soutenir. Les femmes mettent du temps à se reconstruire lorsqu'elles ont vécu des violences, que ce soit de quelques semaines ou de même de plusieurs années. Il ne suffit pas de quitter son compagnon pour oublier toutes ces violences, quoi. Non, je ne crois pas. Il faut vraiment être soutenu, en tout cas dans ce chemin de la reconstruction. Parce que c'est un long chemin, difficile. Et lorsque nous avons des professionnels de cette grande qualité en Nouvelle-Aquitaine, eh bien, il faut bien évidemment, en tout cas, les soutenir en fait, financièrement et qu'elles puissent aussi proposer des lieux spécifiques d'accompagnement et de soutien pour ces femmes et ces enfants. On oublie en fait très souvent les femmes lorsqu'elles viennent et lorsque les associations les accompagnent, lorsque les services hospitaliers les accompagnent, elles sont souvent accompagnées par leurs enfants. Donc accompagner aussi les enfants de violence. Dans ce reportage-là, il y a aussi un chiffre qui m'interpelle. Je crois qu'il y avait 4 hommes qui ont été pris en charge là, par cette unité de victimologie. C'est aussi, alors ça reste minoritaire, mais ce sont des faits qui se produisent en France. Des hommes sont victimes de violences par leurs femmes. Il y a encore un tabou là-dessus ? Probablement, mais c'est vrai que lorsqu'on regarde les chiffres qui ont été publiés ce 22 novembre par le ministère
de l'Intérieur, on a vu une augmentation de 10% des violences, notamment pendant le confinement, dans le courant de l'année 2020. Mais ce qu'indiquent aussi les chiffres du ministère de l'Intérieur, c'est que près de 90% des victimes sont des femmes et qu'il y a 10% d'hommes qui sont victimes de violences intrafamiliales. Et il faut les accompagner de la même manière que nous accompagnons en fait les femmes. Ces chiffres en fait sont minoritaires, mais il faut aussi écouter les victimes masculines des violences intrafamiliales. Il ne faut pas occulter ce phénomène. On va poursuivre, Naïma Charaï, direction Périgueux, où depuis 2013, une structure accompagne les femmes victimes de violences. L'îlot des femmes, c'est son nom. C'est un lieu d'accueil de jour, d'écoute et d'information. On se retrouve juste après. Très bien. Au 1, rue Jacques-le-Lorrain, quartier Saint-Georges de Périgueux, se trouve un avant-poste de la lutte contre les violences faites aux femmes. Une adresse très fréquentée au sortir du premier confinement. Derrière la porte, une assistante sociale et une psychologue sont là pour écouter et pour aider. On a des femmes qui sont arrivées dans des états, dans des situations qui étaient extrêmement compliquées. Il fallait agir vite, tout à fait. Est-ce que vous étiez en mesure, vous, à deux seulement, d'arriver à faire face à tout ça ? Oui, on l'a fait. Les femmes reçues ici ne sont pas forcément orientées vers la police et la justice. Quitter son mari quand on a des enfants et une maison en commun, ce n'est pas facile. Le credo de l'île aux femmes, c'est de laisser à chacune le temps de trouver son chemin. L'idée, c'est surtout d'essayer de les faire se poser, s'interroger sur ce qu'elles vivent et arriver à trouver en fait en elles la solution, c'est-à-dire déjà la décision qu'elles souhaitent prendre. Parce qu'en fait, la première chose, elle est là, c'est qu'est-ce que ces femmes, selon ce qu'elles vivent, souhaitent décider à un moment. D'un point de vue pratique, l'île aux femmes peut fournir un taxi dans certaines situations, orienter vers un hébergement d'urgence ou, plus surprenant, offrir des soins de beauté avec une socio-esthéticienne. Les personnes victimes de violences vont se protéger dans une carapace. Et le fait d'être accompagnées dans des soins va pouvoir libérer, va un petit peu briser cette carapace et la parole va pouvoir venir beaucoup plus facilement. Les violences au sein du couple concernent toutes les classes sociales. 65% des femmes passées par ce lieu d'accueil sont insérées professionnellement. Tous les âges sont concernés aussi. Il n'est jamais trop tard pour s'en sortir. J'accompagne une dame actuellement qui a 82 ans et qui est en train de divorcer d'un conjoint violent. Donc des sorties des violences, ça peut se faire à tout âge et ça peut se faire à tout moment. Et ça, ce sont des réussites. En 2020, l'île aux femmes a connu une hausse de 30% de sa fréquentation. Pour toucher le plus de femmes possible, des permanences par visioconférence vont être ouvertes à Bergerac et à Sarlat. Et pour les plus timides, une adresse mail est à disposition. Toutes les femmes sont concernées, c'est important de le rappeler. Ce phénomène, on en parle beaucoup depuis plusieurs années, parce que les femmes parlent et puis on décompte malheureusement le nombre de féminicides. Est-ce qu'il y a eu un accroissement de la violence ou est-ce qu'avant on passait un peu tous ces crimes, tous ces faits sous silence ? En tout cas, les chiffres sont publiés et il y a des enquêtes et des études spécifiques sur les violences conjugales. Je le rappelais tout à l'heure, une augmentation de 10% pendant la période du confinement. C'est énorme. Une femme sur 10 est concernée par les violences intrafamiliales et les violences conjugales. Donc c'est même pas un phénomène, c'est un fléau majeur de notre société. Donc il y a ce que vous indiquez, la parole qui se libère, mais moi je ne suis pas tout à fait certaine. Il y a eu bien sûr MeToo qui a permis de prendre à bras le corps, en tout cas ce sujet-là, avec des témoignages de femmes, quel que soit d'ailleurs leur statut social, quelle que soit leur profession, qui disent pas une de plus, pas une de plus. Donc ça, c'est le mot d'ordre, en tout cas, de toutes les militantes et les militants féministes, pas une de plus. Donc il y a en effet des chiffres qui sont têtus, qui sont glaçants. Plus que la libération de la parole, il y a une écoute, et on le voit bien, donc il y a les médias qui se saisissent en fait de ce sujet-là, pas simplement le 25 novembre pour la journée internationale pour l'élimination des violences conjugales ou pour le 8 mars pour la journée internationale des droits des femmes, mais les violences en fait elles sont quotidiennes, et c'est vrai que cette mobilisation aussi de l'ensemble de la société
qu'elles soient médiatiques, politiques, associatives, de la société civile, des citoyens et des citoyennes, qui disent pas une de plus. Vous venez de le dire, pendant le confinement, les violences ont augmenté de 10% en France. Une crise sanitaire qui n'en finit pas d'ailleurs. Également à la une de l'actualité, Naïma Charaï, les annonces jeudi d'Olivier Véran, le ministre de la Santé. On va s'écarter un petit peu du sujet. Parmi les mesures, une 3e dose de vaccin contre la Covid ouverte à tous les adultes. On va écouter vos réactions recueillies dans les rues de Bordeaux. Le répit aura été de courte durée. Il n'était plus obligatoire depuis le mois d'août, mais dès demain, le masque sera de nouveau imposé dans les lieux accueillant du public, y compris ceux soumis au pass sanitaire, comme ce restaurant du centre-ville de Bordeaux. Comme d'habitude, on suit le mouvement, on n'a pas réellement le choix, donc on se plie aux annonces. Puis je pense qu'effectivement, il faut prendre des mesures adéquates et en l'occurrence, elles sont tombées. Donc dès ce soir, effectivement, il y aura un retour, on va dire, à la normale, puisque c'est devenu normal, pour ainsi dire. Face à la flambée des contaminations qui ont augmenté de 50% en une semaine, les forces de l'ordre multiplient les contrôles de l'application du pass sanitaire. S'il faut vérifier que tout le monde respecte bien la règle, moi ça ne me gêne pas particulièrement. Ils m'ont demandé ça gentiment, donc il n'y a pas de souci. Une intensification de la présence policière plutôt bien perçue car ce commerçant le concède. Le contrôle du pass sanitaire auprès de ses clients était moins systématique depuis quelques semaines. J'en pense que c'est très bien parce qu'il y a beaucoup de relâchement au niveau des contrôles. Même nous-mêmes, il y a eu des moments où on s'est relâché, où on ne demandait plus trop et puis c'est ce qu'il faut. Ça n'est pas forcément ciblé sur la restauration et l'hôtellerie. On s'occupe également de tous les établissements qui reçoivent du public et qui doivent respecter ces mesures de contrôle. Donc ça concerne les piscines, par exemple, les piscines publiques, les cinémas, les salles de sport. Le masque de retour en intérieur, mais aussi en extérieur. Pour certains événements comme les marchés de Noël, les préfets seront habilités à le rendre obligatoire. Naïma Charaï, on va poursuivre notre tour d'horizon de l'actualité de la semaine avec le lancement de la campagne hivernale des Restos du Cœur. L'an dernier, plus de 6 millions de repas ont été servis en Aquitaine. Les bénéficiaires sont de plus en plus nombreux, parmi eux de nombreuses femmes seules. On aura le temps d'en parler juste après ce reportage tourné mardi à Limoges. Avant même l'ouverture des portes de ce centre, la file d'attente des bénéficiaires est déjà longue. En coulisses, les bénévoles s'activent pour préparer eux-mêmes les paniers. Alors madame, bonjour. Oui, par rapport au Covid, on a été obligés de faire les paniers pour les gens, puis après on fait au mieux. C'est la première fois que cette jeune femme se rend au Resto du Cœur. Impossible pour elle de se nourrir sans cette aide. Sans beaucoup de ressources, c'est difficile, surtout avec cette période. Alors, ça, c'est bien qu'il y a le Resto du Cœur pour aider et tout. Donc, faut en profiter un peu et après, chercher du travail, ça serait bien. Du pâté. Avec la crise sanitaire, la précarité de certains s'est aggravée et de nouveaux bénéficiaires se sont inscrits pour cette campagne d'hiver. Des mamans seules, avec des fois des enfants. On a quelques étudiants aussi, ça peut arriver à n'importe qui. Et donc, un jour ou l'autre, dire est-ce que j'y vais, est-ce que je demande à ce qu'on m'aide. Mais après, quand on les a accueillis, quand ils ont fait le premier pas, c'est vrai que nous sommes là pour les encadrer, pour les entourer, pour leur apporter de la chaleur. Ici, plus de 1400 familles bénéficieront de l'aide alimentaire cet hiver. C'est environ 300 de plus que l'année dernière. On a vu de nombreuses femmes seules avec enfants. C'est d'ailleurs le profil de bénéficiaires le plus souvent rencontré. Oui, les mères isolées avec enfants, c'est à peu près 30% de la population. C'est le Secours catholique qui a publié un rapport sur la précarité alimentaire et sur la pauvreté en règle générale. Depuis le début du confinement, ils indiquent aussi qu'il y a 1 million de personnes qui ont basculé en dessous du seuil de pauvreté, à peu près 1 000 € par mois. Ce qu'on a vu aussi pendant le confinement et qu'on continue en tout cas de constater, c'est qu'il y a des files d'attente sans fin d'étudiants et d'étudiantes qui ont perdu leur job, notamment pendant les confinements, et qui se sont retrouvés en grande difficulté pour pouvoir s'alimenter convenablement tous les jours. C'est près de 5 à 6 millions
de Français qui vivent en fait dans la pauvreté. Donc au-delà de l'accompagnement qu'il faut faire, et c'est certain de soutenir en fait les associations qui luttent contre la pauvreté pour pouvoir mettre en place ce qu'on a vu dans le documentaire et votre reportage, les colis alimentaires, pour permettre de lutter contre la précarité alimentaire, ce qu'il faut à mon sens. Donc au-delà du chèque de 100 € qui a été annoncé par le président de la République, c'est de revaloriser les minima sociaux. Le RSA, il est à peu près à 400 € par mois. Je ne vois pas, raisonnablement, comment on peut faire pour payer son loyer, se chauffer et s'alimenter. C'est totalement en fait impossible. Donc une mesure forte pour lutter contre la pauvreté et la précarité alimentaire, c'est à mon sens de revaloriser les minima sociaux et revaloriser aussi le SMIC, parce que la précarité, la pauvreté ne concerne pas simplement les gens qui sont au chômage, elle concerne aussi les gens qui sont en emploi, et les femmes isolées avec enfants sont les principales victimes de la pauvreté. Alors, autre bénéficiaire des aides alimentaires, vous avez cité les étudiants, les femmes seules, il y a aussi les migrants, les personnes exilées. Au Secours catholique, elles représentent par exemple 45% des personnes accompagnées. C'est une population de plus en plus présente en Pays Basque, où depuis l'Espagne, elle tente de rejoindre la France. Des êtres humains qui prennent parfois tous les risques, et on l'a vu depuis le début de l'année, 7 personnes sont décédées dans les Pyrénées-Atlantiques. On se souvient de ces 3 hommes morts percutés par un TER le mois dernier. Ce sont des drames qui se répètent. Il y a une semaine, un homme s'est noyé dans les eaux de la Bidassoa. Lundi, un rassemblement était organisé à Hendaye pour lui rendre hommage. Ils se sont réunis au milieu du pont Saint-Jacques, reliant Hendaye à Irún, bougies et flambeaux en main. Tout un symbole. Plusieurs centaines de manifestants venus de part et d'autre de la frontière ont rendu un hommage hier soir aux migrants d'origine africaine dont le corps a été retrouvé samedi dans la Bidassoa. Je ressens de la tristesse et de l'impuissance parce que les gouvernements ne font rien et parce qu'ils ne traitent pas les migrants comme des êtres humains. Il y a quelques mois, quand on a vu comment les contrôles se renforçaient, on craignait le pire. Mais on espérait que ça n'allait pas se passer. On disait, on va quand même pas attendre des morts sur la plage d'Hendaye. Et puis c'est arrivé. Et ça continue. Ces jeunes, ils passeront au péril de leur vie. Il s'agit de la 7e personne migrante qui décède cette année en tentant de traverser la frontière franco-espagnole. 2 autres se sont déjà noyés dans la Bidassoa, et il y a plus d'un mois, 3 sont morts percutés par un train à Cibourg. Pour Badiadié, un Mauritanien installé depuis 15 ans à Irún, les pays européens ont une responsabilité dans ces drames. Ils ont tout pillé l'Afrique et ils veulent fermer leurs frontières pour les immigrés, les enfants de l'Afrique. Comment les gens peuvent vivre chaque jour avec des bombes et avec des terrorismes, avec du n'importe quoi? C'est pas possible. Bon, donc on essaye de venir ici et on nous empêche de venir. Les associations interpellent les élus. Toutes espèrent qu'elles n'auront plus à se rassembler pour de tels drames. Et des drames, pourtant, il y en a encore. Mercredi, 27 personnes sont mortes après le naufrage de leur embarcation au large de Calais. Comment est-ce que vous réagissez, vous, face à ces drames Ça suffit en vrai. Ça suffit. C'est pas des migrants, c'est pas des exilés, c'est des hommes et des femmes et des enfants qui ont été victimes, non pas des passeurs, comme le dit Gérald Darmanin, mais ils ont été victimes de la politique migratoire depuis maintenant plusieurs décennies. On s'est nommé, en tout cas, ces dysfonctionnements, ces Schengen, ces Frontex, c'est les accords du Touquet. On l'a vu à Calais avec ces 27 hommes, femmes et enfants qui sont morts sur cette embarcation au large de Calais. Les responsables, c'est ces accords en fait, du Touquet qui fait qu'on a fait passer la frontière franco-britannique de Douvres à Calais et qui mettent en danger les personnes qui fuient leur pays, originaires d'Irak, de Syrie, d'Érythrée, d'Afrique subsaharienne, etc. Donc d'abord, moi, je voulais saluer la forte mobilisation au Pays Basque après le décès, vous l'avez dit, sur le fleuve Bidassoa. Donc ce que je souhaiterais, comme ça se fait aussi dans le nord en fait, de la France, c'est qu'on puisse aussi redonner une identité à ces hommes et à ces femmes. Il y en a eu 7 depuis le début de l'année. Il faudrait retrouver leur famille, retrouver le prénom,
le nom et leur donner en fait une sépulture digne. Voilà. Ces personnes sont victimes bien évidemment en fait, de la traite des êtres humains avec les passeurs, mais il faut aussi mettre fin à cette politique migratoire qui rend le passage et le transit entre frontières de plus en plus difficile et compliqué. Et c'est ce qui explique le nombre de morts. Vous l'avez indiqué, pas loin de Saint-Jean-de-Luz, ces 3 exilés originaires en fait, d'Algérie qui ont perdu la vie puisqu'ils ont été percutés par un terrain. Ils suivaient la voie ferrée pour... Tout à fait, le transit, etc. Donc il faut sécuriser ces voies de transit entre les frontières et puis mettre fin à cette politique migratoire inique et qui fait qu'aujourd'hui nous sommes encore en deuil. Cette demi-heure d'émission arrive à sa fin. Un dernier reportage avant de se quitter, Naïma Charaï, et direction La Rochelle où se déroule demain la 30e édition du marathon. 13 000 coureurs sont attendus, 1300 bénévoles sont à pied d'œuvre. Parmi les coureurs déshabitués, notre équipe a suivi leur dernier entraînement. Une panoplie de récompenses et l'espoir d'en décrocher une nouvelle ce dimanche. Ça, c'était le marathon de La Rochelle aussi. Ça, marathon de La Rochelle aussi. Stéphane de Guitre est un passionné de course à pied. Cette année, il s'élance des quais pour la 8e fois. Pour rien au monde, il ne manquerait ce rendez-vous si particulier. C'est un marathon qui est encore fait par des bénévoles. Donc il y a un engouement aussi bien coureur qu'au niveau de l'organisation. Partout où on va, dans tous les petits villages autour, ils viennent pour le marathon de La Rochelle. Bientôt 18h, l'heure du départ pour le dernier entraînement. Au stade Bouffény, Stéphane retrouve ses partenaires du club de l'Onis et leur entraîneur. On va partir dans 3 ou 4 minutes. On attend quelques coureurs et on va partir à 18h45 parce que c'est l'heure de départ pour l'échauffement. Comme lui, ils sont nombreux à revenir chaque année. Un esprit familial, c'est ce que recherche Loïc Turbet dans une course qu'il n'a manqué qu'une fois en 14 ans. C'est toujours le même rituel, tous les ans on sait où il faut se mettre, où il faut se garer, on n'a pas de stress. Donc c'est vraiment le marathon de la maison, quoi. C'est le truc à faire, quoi. Là c'est tous les copains du club, donc il y en a qui vont être sur 10 km, donc après ils viennent nous voir une fois que leur course est terminée, ils viennent nous encourager après sur le marathon, donc c'est sympa. Proximité, convivialité, bonne ambiance, partout les mêmes arguments. C'est aussi ce qui a convaincu Xavier Texier, 6e participation pour lui cette année. Je viens de La Rochelle, donc ça me tient à cœur de faire le marathon de La Rochelle. Et je trouve que c'est un marathon qui est vraiment très bien organisé. C'est pour moi un des meilleurs marathons, même le meilleur marathon en France. Au total, 13 500 coureurs répartis sur 4 épreuves seront sur la ligne de départ ce dimanche. Allez, Naïma Charaï, je vous propose une toute dernière image encore avant de se quitter. On a le temps, on aurait tort de s'en priver. Celle de Joséphine Baker, la star de cabaret devenue espionne, résistante, militante des droits civiques et désormais immortelle. Elle entrera demain au Panthéon. C'est une figure qui vous a inspiré, qui vous inspire encore ? Je l'adore, elle est inspirante et c'est formidable son entrée au Panthéon. Et on attend maintenant l'entrée de Gisèle Halimi au Panthéon, la prochaine femme illustre, inspirante. Elle est originaire de la Nouvelle-Aquitaine, du Périgord. Je sais qu'elle a fini sa vie pauvre, délaissée. Donc c'est voilà, que la nation l'honore, c'est un juste retour des choses. Et puis elle a réussi à déjouer cette image tous les stéréotypes raciste. Liés à sa couleur. Voilà, c'était une artiste singulière, une femme engagée qui a servi la France et la nation pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc voilà, je trouve que l'honorer, comme je le disais, c'est un juste retour des choses et c'est une femme qui m'inspire quotidiennement. Ce sera le mot de la fin, Naïma Charaï. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés ce soir et de nous avoir éclairés sur ce sujet terrible des violences faites aux femmes. Merci pour l'invitation. Et puis merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de 20h, le rattrapage. Passez une très belle soirée et un très bon week-end sur Noah.